Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre table ronde aujourd'hui. Leadership et sport, un vaste sujet. Comment peut-on transposer des valeurs sportives dans le monde de l'entreprise ? On va passer les prochaines 45 minutes ensemble pour réfléchir à ce sujet. Je suis extrêmement bien entourée aujourd'hui puisque je suis déjà entourée d'Alain Moriès, qui est notre hôte aujourd'hui, qui est notre partenaire Club RH Agora, qui nous accueille aujourd'hui au sein des studios Agora. Merci Alain de nous accueillir. Bienvenue dans nos locaux, c'est toujours un plaisir. Je suis également accompagnée de Séverine Desbouis. Bienvenue Séverine. Donc Séverine, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une ancienne championne cycliste de niveau international. Donc pivot de l'équipe de France pendant plus de 10 ans, à partir de 1990. Un palmarès qui nous rend tous jaloux, impressionnant, 10 participations à la grande boucle féminine, dont 3 victoires d'étape et le maillot à poids de meilleur grimpeur. Donc bravo pour ça en 2000. 2 titres de vice-championne de France et puis également 10 participations au championnat du monde avec une victoire en Coupe du Monde en 2000. C'est ça. Voilà. Et puis depuis 2003, Séverine, tu fondes DSC. Exact. Donc là, rebond, deuxième partie de carrière, on raccroche les crampons, si on peut dire ça, dans le vélo. Donc DSC, c'est un cabinet international de conseil en stratégie et intelligence économique. Et depuis 8 ans, tu as fait le choix de servir les territoires de France en capitalisant sur ton expérience de 16 ans sur le concept d'attractivité. Et à ce titre, ton actualité, c'est d'être porteuse d'une lettre de mission, à la fois sur le savoir à rouler et sur le patrimoine vélo. Donc 2 projets ambitieux, plus de 800 000 jeunes embarqués dans le projet, mais tu nous en diras plus. Donc, mission auprès de Jean-Michel Blanquer, notre ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, et de Roxana Maracineanu, ministre déléguée au sport. Donc, bienvenue Séverine, je suis ravie d'accueillir la femme d'affaires, la femme d'influence, la maman et l'ancienne athlète avec le palmarès qu'on vient de voir. Et puis, avec nous à distance, nous avons Simon Kerr. Simon, bienvenue. Bonjour. Donc Simon, il est encore en activité. Donc, il est coureur cycliste franco-britannique. Donc, tu es né en Angleterre, mais tu as grandi en France, dans l'Aube. On a compris que ta carrière avait commencé par du karting à Limoux. Mais pareil, tu nous en diras plus. Et que c'est une rencontre qui a tout changé. Ta carrière cycliste démarre en 2019 avec de nombreuses victoires et tu nous as rejoint donc l'équipe EF Éducation Nippo en 2021. Pour ceux qui ne connaissent pas cette équipe, l'équipe EF Éducation Nippo présente la caractéristique d'être l'équipe la plus internationale du Tour de France avec 15 nationalités qui la composent. Et donc Simon, tu représentes la touche franco-britannique. Donc toi, tu comptes double, comme au Scrabble, français et britannique. Voilà. Et du coup, un bon début de saison pour Simon. Après une belle performance sur le Giro, tu as terminé parmi les meilleurs sur plusieurs étapes de la récente course Route d'Occitanie 2021. Donc, nos routes de France que tu connais bien et que tu sillonnes avec ton vélo. Donc, bienvenue. Merci. Peut-être si l'un et l'autre, vous voulez compléter votre profil. Séverine, Non, je pense que tu as très bien résumé. C'est vrai que j'ai un parcours peut-être atypique pour bon nombre. Le fait d'être passé d'une carrière de sportif de haut niveau à une carrière de femme d'affaires. Ça peut paraître atypique en France, mais c'est très commun sur le plan mondial et dans les pays anglo-saxons. Maintenant, avec tout le travail qui a été fait par les 3 derniers ministres des Sports, je pense qu'on voit de plus en plus d'athlètes qui sont des vraies plus-values dans le monde des affaires. Notamment, alors on voit beaucoup d'hommes, c'est vrai, mais je pense qu'on est actuellement et beaucoup de femmes à l'avenir à travailler en ce sens. Donc voilà, je suis très contente d'être là. On est aussi à un tournant historique avec le Tour de France féminin qui revient en 2022. Ouais. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important parce que c'est l'émergence de beaucoup de petites filles qui se sont mises au vélo et qui sont dans la continuité finalement de ma carrière. Et c'est un honneur de pouvoir contribuer à ça et qui plus est impliqué auprès du gouvernement et des 2 ministres, notamment de Jean-Michel et Roxana en ce sens. Voilà. Merci Séverine.
Simon, tu veux également Voilà, compléter un voilà. peu ton parcours? Donc, pour moi, vous avez à peu près bien dit. Du coup, je suis franco-britannique. Donc, mes parents sont britanniques. Je suis né en Angleterre, mais j'ai vécu toute ma vie en France. Et du coup, c'est là que j'ai commencé le vélo. Il y a maintenant 9 ans. Et en 2019, c'est là que je commence à percer vraiment dans le vélo. Et je suis passé par le club de l'AVC Aix-en-Provence. Et puis, cette année, je suis arrivé avec l'équipe Education First, Nippo. Et voilà, là, c'est ma première saison pro complète. Donc, j'ai fait le Giro au mois de mai. Et dernièrement, la route d'Occitanie, donc à la maison, qui était vraiment sympa. Et là, j'étais meilleur jeune en plus. Donc, ça, c'était vraiment cool. Et voilà, du coup, dans l'équipe, c'est vraiment multiculturel. Et moi, je représente deux nationalités. Donc, ça me convient parfaitement. Justement, Donc, ce sera voilà. merci, ça va faire ma transition parfaite. Ce sera ma première question. C'est justement quel est l'avantage d'être au sein d'une équipe multiculturelle et avec autant de nationalités, Simon? Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment un avantage parce que on peut prendre un peu les meilleurs points de chaque culture et je pense que c'est ce qui se fait dans l'équipe, euh, c'est que on prend le meilleur de chacun et puis après aussi un truc qui est vraiment spécifique au vélo, mais dans le peloton, je trouve on a plus d'impact et on a peut-être plus d'amis parce que du coup, un coureur français va peut-être connaître tous les autres coureurs français, mais pas d'autres nationalités. Et ça, au final, c'est vachement important hein, dans le peloton d'avoir beaucoup d'amis quand il faut collaborer dans une échappée ou quoi. Et nous, par exemple, sur le Giro, on avait 8 nationalités différentes sur les 8 coureurs. Et au final, tout le monde connaît quelqu'un de l'équipe et je pense que ça rend l'équipe plus sympathique, même au niveau du peloton. Et même au niveau, je pense, au niveau des spectateurs, il y a plus un lien avec le public dans plusieurs pays différents plutôt que d'être vraiment fixe à un pays. Donc, c'est vraiment un avantage, je pense. Ouais, donc la capacité de se connecter avec tout le monde. Séverine, si on transpose, à la fois à l'époque, je dirais, Ouais. de ta carrière et puis maintenant dans le monde professionnel, l'intérêt d'une équipe Bah, multiculturelle. le point commun à Simon, c'est que quand j'ai été pro en Italie, on était 18, on dit coursières, donc de jeunes femmes donc, compétitrices, et on était 12 nationalités. Donc on était un peu le pendant de ce que vit aujourd'hui Education First, comme Simon. Et c'est vrai que le point fort, je pense que c'est la richesse humaine, c'est-à-dire ce côté transversal avec les cultures. Chacun apporte un peu son grain de folie, son approche interculturelle. Et c'est vrai que quand on a un très bon leader, mais qui doit pour moi être transversal, je crois que c'est important. C'est de trouver un leader qui a cette capacité de fédérer l'ensemble des cultures et d'être transversal avec un bon binôme au niveau d'un manager. Parce que si on veut que ça soit percutant et efficace, il faut ça. Et Education First est très fort en ce sens. C'est vrai que le manager et le leader amènent un binôme costaud et avec une efficacité aussi. Comment se passe d'ailleurs la communication au sein d'une équipe internationale? Simon? Ouais, du coup, je pense que ce qui aide beaucoup maintenant, c'est qu'il y a une langue souvent qui est commune, c'est l'anglais. Donc c'est vraiment beaucoup plus facile. Et après, je pense que on a beaucoup les mêmes valeurs, les mêmes idées. Puis aussi, même avec les nouveaux coureurs, certains qui peut-être ne parlent pas super bien l'anglais en fonction du pays où ils arrivent. Je pense qu'il faut aussi le comprendre et s'aider entre coureurs pour communiquer au mieux et avoir de la patience et garder peut-être une communication plus simple. Et après aussi, par rapport au vélo, quelque chose qui rend ça plus facile, c'est qu'il y a beaucoup de phrases et de mots qui sont des mots un peu techniques, mais du coup qui sont plus faciles à comprendre, même si on ne parle pas une langue. Un peloton, c'est toujours un peloton, quasiment peu importe la langue. Donc, ça se comprend assez rapidement et pour ça, c'est un peu plus facile.
Alors, vrai aujourd'hui. moi, je vais compléter ce que dit Simon. Déjà, je suis d'accord avec lui. En général, c'est l'anglais. C'est la langue universelle, en général, quelles que soient les cultures. Mais après, j'irai plus loin que ça. Je pense que l'importance dans le vélo, c'est aussi le langage non verbal, c'est-à-dire la gestuelle, les regards. Quand on monte un col et qu'on est à 200 pulses, entre coéquipiers, on ne va pas forcément parler. Et quelle que soit la nationalité, on va être très observateur concernant cette gestuelle. Et je fais un pendant vis-à-vis du monde du business. Quand on est en pleine négociation, on ne va pas forcément parler ou s'envoyer des SMS. On va s'observer, on va se ressentir. Et je pense que c'est la force aussi de nous, les cyclistes, parce que je m'associe encore, je crois que quand on est cycliste, on l'est à vie, hein, qui plus est les grimpeurs. Mais voilà, cette approche, cette communion corporelle et cette gestuelle, et c'est une force. Je pense que c'est vraiment une force de 10 coureurs, ils ne forment qu'une personne. Et c'est ça la force de la réussite aussi. Ouais, c'est des coureurs qui sont qu'un. En fait, c'est la notion d'équipe. Oui. Et du coup, peut-être commencer par toi, Séverine. Qu'est-ce qui fait justement d'une équipe qu'elle est dans le succès, dans le sport et puis après dans le monde de l'entreprise? Je pense qu'une équipe aujourd'hui, c'est déjà avoir plusieurs personnes. On a le grimpeur, on a le leader, on a le rouleur. C'est avant tout avoir plusieurs profils qui savent se compléter. C'est aussi le rôle d'un manager quand il va composer l'équipe, en fait. C'est comme dans l'entreprise, quand il va chercher quelqu'un sur le DRH, le commercial ou le marketing. C'est plusieurs profils qui peuvent se compléter, qui peuvent s'interchanger et qui savent être transversaux. Je pense que c'est la force aussi, c'est ce côté intelligence collective qui doit résonner auprès de tout le monde. C'est aussi, il n'y a pas de leader sans équipe, donc c'est savoir aussi s'entourer. Et c'est aussi la deuxième ligne qui va composer aussi l'équipe. Ça va être toute la partie des kinés, des médecins, qui vont être vraiment en phase avec l'ensemble de cette équipe. Donc ce rôle de cadre et de structuration et de profil, en fait. Voilà. Interchangeable. Je pense qu'il y a aussi une nécessité, quand on constitue cette équipe, que chaque personne puisse transmettre à l'autre, puisse enrichir l'autre. Et ça, je crois beaucoup en ça, et dans le monde de l'entreprise, on vit aussi ça, en fait. C'est la capacité d'accompagner l'autre et de donner aussi à l'autre ce qu'il a lui-même structuré et ce qui lui a permis de réussir. Simon, est-ce que c'est des choses que tu retrouves aujourd'hui dans la composition de l'équipe EF Education Nippo, cette notion justement de mettre des choses en commun et de manière assez transversale? Ouais, je pense qu'il faut avoir des coureurs qui sont capables de jouer sur tous les fronts. Et après aussi des coureurs avec de l'expérience qui vont transmettre aux coureurs plus jeunes. Donc moi j'ai pu vraiment bénéficier de ça sur le Giro. Et vu que c'est mon premier grand tour et les coureurs d'expérience m'ont vraiment beaucoup apporté. Après aussi, je dirais dans le sens de l'équipe, je pense qu'on est conscient que il faut aller chercher le résultat, mais il y a peut-être d'autres objectifs aussi derrière. Je sais que certaines équipes vont faire la course peut-être pour avoir plus de visibilité, surtout sur le Tour de France. Vous voyez peut-être des équipes qui vont dans les échappées tous les jours, donc c'est pas forcément même que sur le vélo aussi. Il y a aussi en dehors sur les réseaux sociaux, sur tout ça, et je pense que ça peut se traduire dans le succès de l'équipe au sens plus large, plutôt que vraiment juste les résultats. Mais voilà, je pense sur les résultats, ouais, c'est avoir des coureurs qui sont capables de jouer sur tous les fronts et d'être interchangeables. Et peut-être que le leader un jour, ça va être l'équipier le jour suivant, et c'est pas forcément toujours les mêmes. On vient de vivre des périodes mouvementées, notamment pour les entraînements sportifs qui, pendant quelques mois, l'année dernière, avaient été extrêmement perturbés d'un point de vue business aussi, et des économies pas mal à l'arrêt. Donc l'un et l'autre, qu'avez-vous, comment avez-vous rebondi? Déjà, comment avez-vous l'un et l'autre vécu la crise et sanitaire qu'on vient de vivre et rebondi après? Simon, peut-être on peut commencer par toi. Ouais. Pour moi, je pense qu'au final, ça a été, je dirais pas une bonne chose, mais ça m'a vraiment donné une perspective et de la chance qu'on a d'être sur le vélo, et surtout dans le vélo, ou le cyclisme, c'est un sport qui est revenu assez vite vu qu'on est à l'extérieur, et même l'année dernière, il y avait déjà le
il y a déjà les grosses courses qui sont refaites et je sais que le cyclisme amateur, il souffre un peu plus, mais je sais qu'à mon niveau, on a vraiment beaucoup de chance que cette année, c'est presque une saison normale. Et le fait d'avoir vécu la crise l'an dernier, je pense que ça nous a vraiment donné une vision de la chance qu'on a d'être sur le vélo et une motivation supplémentaire. Donc, pour moi, je pense que ça m'a peut-être donné ouais, un coup de motivation en plus. Et je pense après, il faut aussi le regarder comme ça pour pouvoir en tirer le bénéfice plutôt que de rester et de le voir dans un sens négatif. Marie Wittenberg, qui est la présidente de l'équipe de vélo que j'ai eu la chance d'interviewer il y a quelques jours, disait que ce que la crise avait révélé, c'est qu'il ne faut pas attendre des jours meilleurs et dans chaque course, saisir l'occasion quand elle se présente et tenter sa chance quand elle est là. Et que ça avait vraiment mis en perspective, je dirais pas l'instantanéité, mais le fait de ne pas attendre pour saisir sa chance et de ne pas se réserver pour des jours meilleurs, mais de profiter du quotidien. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour toi aussi ? Ouais, je pense. Et je pense que ça se voit aussi dans le peloton. Il y a beaucoup de coureurs. Moi, c'est ma première année, donc j'ai pas trop vu ça, mais des coureurs qui ont plusieurs années d'expérience qui disent que le niveau, il a vraiment augmenté cette année et l'année dernière, et même sur le début de saison. Des courses qui étaient de préparation, où c'est que les coureurs arrivaient à 90% et ils préparaient les grosses courses plus tard. Ben, là, tout le monde arrive à 100% et il n'y a plus vraiment de petites courses, déjà parce qu'il y en a un peu moins en ce moment, mais aussi, ouais, exactement ça. Je pense que tout le monde a conscience qu'il faut profiter des opportunités. Donc, forcément, le niveau, il augmente. Séverine, de ton côté, la crise, qu'est-ce qu'elle t'a appris? Est-ce qu'elle a transformé la femme d'affaires? Je vais prendre la route Simon sur mon propos, mais la crise pour moi, ça résonne avec opportunité en fait. La crise, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je pense que j'ai une personnalité, beaucoup de gens vous diront que je suis une femme résiliente et lumineuse. J'ai perçu les choses en me disant, on a tous un devoir, un athlète aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une capacité de résilience et de rebondir. On encaisse l'échec, la pandémie, chez moi, elle a généré ça en fait. Ça a été de se dire, voilà, refuser cet échec-là, refuser le fait que le monde s'arrête, prendre le temps de comprendre ce qui n'allait pas et comment on pouvait rebondir et saisir cette période-là comme un moyen de s'impliquer plus, de trouver des solutions, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan humain, parce que ça fait partie des choses, c'est se remettre en question et puis structurer l'avenir. Donc c'est vrai que beaucoup vous diront que cette période-là, elle a mis Séverine Desbouis en lumière, alors que d'habitude, elle avait pour habitude de mettre les autres en lumière. Donc, je suis sortie de l'ombre, mais pour mieux partager et aider les autres. Et vis-à-vis de mes projets personnels, par contre, m'investir et y aller à fond. Donc, je pense que oui, ça a été un vrai plus pour moi. Qu'est-ce que tu as appris pendant cette période? Qu'est-ce que j'ai appris? Oui. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris beaucoup de moi-même, déjà. C'est le fait de se dire que finalement, quand c'est un peu le chaos, se dire que le profil que j'ai et que j'avais même dans ma carrière sportive, j'ai donc été grégario avant de devenir leader et j'étais un leader, un grimpeur. Donc un grimpeur, ça monte et ça descend, ça gère sa montée et ça assume sa descente. Donc ma vie, c'est aussi ça. Et ce qu'on a vu dans la pandémie, pour moi, ça a été ça. Ça a été de se révéler à soi-même. Ça m'a permis de voir les capacités collectives, l'intelligence collective que j'avais, la capacité à soutenir les autres, à transmettre ce que je savais. Et puis à prendre le leadership aussi sur des projets et puis soutenir aussi les autres, beaucoup. Et pour moi, c'était quelque chose d'important. Ça va me permettre de rebondir sur la notion de valeur que tu évoques. Simon, le vélo, on en parlait quand on préparait ce webinaire, ça résonne avec beaucoup de valeurs. Est-ce que peut-être tu peux nous dire de ton côté quelles sont les valeurs qui te sont inspirées par ta pratique sportive aujourd'hui? Ouais, pour moi, je pense que ce qui m'a inspiré en premier, c'est vraiment le plaisir qu'on peut prendre à pratiquer du sport et tout ça, et puis s'amuser sur le vélo. Je pense que ça, c'est la base.
Mais après aussi, les valeurs, c'est le travail, c'est la dédication, et c'est aller chercher le meilleur de soi-même. Et puis, quand on arrive sur le plus haut niveau, c'est aussi le travail en équipe. Parce que c'est vrai que sur les niveaux inférieurs, c'est peut-être plus un sport individuel, mais quand on arrive au plus haut niveau, c'est vraiment un sport d'équipe. Et quand il y a une victoire, c'est une victoire qui est partagée avec toute l'équipe. Le leader, il va être là juste pour finir le boulot. Donc, ouais, je dirais que c'est ça. Et au final, quand on arrive au plus haut niveau, c'est un mode de vie presque, que tout ce qu'on fait va être calculé pour arriver justement à, atteindre la, la victoire. Je pense que tout le monde veut gagner. Donc, ouais, ça, c'est aussi la motivation. On va revenir un peu plus tard effectivement sur le rôle du leader, parce que le vélo est un sport individuel mais qui se pratique en équipe. Mais du coup, Séverine, de la même façon, toi, en termes de valeurs, quelles sont les valeurs qui t'ont été inspirées par ta pratique sportive à l'époque et qu'en reste-t-il aujourd'hui? Donc, le vélo, pour moi, ça a été le symbole de la liberté. Ça a été, voilà, pour moi, c'est très important. La liberté et l'autonomie, c'est pouvoir se déplacer. Ça a été un moyen aussi, sur les plans de l'éducation, de trouver sa place au sein de la société, que ce soit à l'école et même sur le plan professionnel par la suite. C'est un sport qui m'a amené beaucoup d'humilité, parce que je pense qu'on travaille beaucoup. On travaille sans nul doute plus que les autres. Et un vélo, c'est aussi comme une voiture, mais on est notre propre moteur et notre propre carrosserie. Et ça, il faut en tenir compte aussi. Et c'est très compliqué. Et l'esprit d'équipe, ce que j'aime à dire, ce que tu évoquais, c'est un sport individuel qui se pratique en équipe. Et ça résonne, l'équipe, c'est essentiel. C'est comme dans le monde du travail, on ne gagne pas seul. Voilà, c'est très important. Et après, c'est l'audace, ça amène ça. L'audace, ça vous amène à oser, j'aime à dire en ce moment, qui plus est en cette période de pandémie, oser réussir. Bah, c'est ça. Le vélo, ça génère ça, ça pratique ça. Et puis, c'est une clé, on le voit, les valeurs du vélo, vous les retrouvez aujourd'hui, qui plus est post-pandémie, avec des enfants que vous voyez. On a tous vu pédaler à côté des parents ou les grands-parents qui allaient. Et il y a cette notion de santé, de lien social, de partage, de développement durable au moment où un coup il fait 17, un coup il fait 40 en 3 jours. Et je pense que c'est un moyen aussi de locomotion qui est en train de revenir au sein des villes et que tout le monde a envie de s'approprier. On a tous envie de prendre du plaisir. Bah, c'est aussi ça le vélo. C'est aussi ces moments de plaisir. Et je pense que les cyclistes, on a ce grain de folie tout en étant associés à ce plaisir-là, quoi. Je vois Simone qui opine du chef. Alors, je ne sais pas si c'est pour le plaisir ou pour la folie ou un peu des deux, mais en tout cas, ça semble résonner. Si on revient sur cette notion du rôle du leader, peut-être en commençant par le leader dans l'univers du cyclisme, c'est quoi le rôle, Simon, dans un peloton et dans une équipe comme la tienne? C'est quoi le rôle d'un leader? Et qui est leader et comment ça fonctionne? Je pense que le leader, c'est celui qui termine le travail de l'équipe, en fait. Donc, c'est lui qui, si on prend l'exemple peut-être le plus simple, c'est un sprinter. Donc, toute l'équipe va rouler toute la journée pour le protéger, pour qu'il ne prenne pas de vent, pour garder les échappées à la bonne distance et pour les reprendre dans le final. Et après, l'amener pour le sprint. Et puis, c'est le boulot du sprinter d'aller gagner. Et je pense que à partir de ça, c'est aussi son boulot de motiver ses coéquipiers. Donc ça, bien sûr, ça peut être sur un discours motivant, ça peut être en montrant l'exemple. Mais je pense aussi que dans le vélo, il n'y a pas vraiment de secret. S'il y a un leader qui gagne beaucoup, s'il y a un sprinter qu'à chaque fois qu'on l'amène, il gagne, toute l'équipe va être motivée à 110% autour de lui. Et à l'inverse, s'il y a un sprinter qui gagne jamais, je pense qu'au fur et à mesure, il y aura moins peut-être moins d'esprit d'équipe autour d'un cours comme ça. Mais bien sûr aussi dans sa façon d'être, comme je dis, montrer l'exemple, ça aussi, ça a un effet sur ça. Voilà.
Merci. Séverine, de ton côté, les valeurs c'est quoi le rôle d'un leader dans le cyclisme, mais surtout comment tu transposes ça aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Ouais. Quel est le rôle d'un leader et est-ce qu'il y a des parallèles à faire? Un leader, pour moi, c'est quelqu'un qui fédère des gens. C'est quelqu'un qui réunit, comme on évoquait sur la partie interculturelle. C'est quelqu'un qui se connaît bien. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire confiance et mettre un Tour de France et être focus sur un individu si le leader en tant que tel il ne se connaît pas bien. Et je pense qu'un chef d'entreprise, on est dans les mêmes logiques. Un leader, surtout, ça attire. Ça attire les talents, ça attire les clients, ça attire les investisseurs. Un leader dans le monde du vélo, il va aussi générer tout ça vis-à-vis de ses coéquipiers, vis-à-vis de l'entourage de l'équipe et puis vis-à-vis des fans, quoi. Il porte les gens. Et je dirais qu'un leader, ça donne vie aux rêves de ses coéquipiers d'une équipe. Ça les tire vers le haut. Voilà. Il est à la fois humble et il est à la fois lumineux. Il est transversal et voilà. Donc c'est quelque chose de pour moi c'est quelque chose de fort. C'est puissant. Ça peut être une leader ou c'est forcément un leader? Je pense que dans une entreprise, ça peut être une femme avec des hommes. C'est vrai que dans une équipe de vélo masculine, aujourd'hui, on a la chance qu'il y ait enfin des équipes féminines professionnelles, et donc c'est distinct. Mais c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, effectivement, ça peut être aujourd'hui une femme qui est leader parmi des hommes. Et c'est vrai que effectivement, c'est quelque chose. Je vois un sourire, mais je vais rebondir dessus. C'est ce que je vis aujourd'hui. Et la pandémie a généré ça et m'a poussée à assumer peut-être ça, le fait d'être une femme leader au sein des hommes dans l'entreprise et dans un certain nombre de projets. J'en suis fière parce que je pense que le fait d'avoir été une athlète me permet aujourd'hui d'accepter de briser ce plafond de verre, comme on évoque, et de se dire qu'être une femme, c'est un point fort. C'est justement, je suis en train, sans nul doute, de fédérer des hommes, des anciens sportifs aussi, qui me font confiance, parce que mon parcours de vie a amené à rebondir, mais à l'image de ma carrière d'athlète. Voilà, on monte et on descend. Voilà, on atteint la montagne, on gère la descente. Voilà, mais je pense que le vélo permet ça. Et j'en suis véritablement fière. Et je souhaite la même chose à Simon aussi. On a quelques années d'écart, mais on peut être fier quand on est un cycliste aujourd'hui. On a ces capacités, ces valeurs qui peuvent être transmises et rebondir dans le milieu de l'entreprise, très clairement. Il y a quelques jours, justement, le Tour de France féminin annonce son grand retour en 2022. Simon, quel effet ça, voilà, donc il y aura bientôt un Tour de France féminin. Quel regard tu portes sur cette annonce? Pour moi, c'est vraiment une bonne chose parce que je pense que c'était peut-être quelque chose qui tardait vraiment à ce que ça arrive, parce que je sais que dans le vélo masculin et le vélo en général, le Tour de France, c'est la vitrine qui permet au vélo de grandir. Donc, s'il y a un Tour de France féminin, j'espère que ça va permettre au cyclisme féminin de se développer encore plus. Je pense que depuis que moi j'ai commencé le vélo, j'ai l'impression que chaque année, le cyclisme féminin progresse et se rapproche du cyclisme masculin avec des salaires minimums qui sont mis en place, je pense, depuis quelques années. Pour le niveau World Tour. Donc voilà, j'espère que ça continue dans cette direction et devant un Tour de France féminin, je pense que c'est normal, mais c'est vraiment cool à voir. C'est normal, mais pas si normal que ça, parce que du coup, Séverine, toi, tu avais dû t'expatrier, puisque par manque d'équipe professionnelle en France à l'époque où tu développais ta carrière. Du coup, qu'est-ce que tu retiens de cette époque-là, finalement, de cette contrainte, opportunité, le fait de devoir partir à l'étranger Alors, j'ai fait c'est vrai que j'ai fait le choix quand le Graal, en fait, c'était de pouvoir pratiquer son sport en toute liberté et en gagnant sa vie. Et à l'époque, en France, malheureusement, il n'y a pas de professionnalisme. En France, le professionnalisme est arrivé il y a 5 ans avec les investissements de la Française des Jeux, qui est aujourd'hui l'une des plus belles équipes françaises. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas. Donc, je me suis expatriée à l'étranger. J'ai fait un premier séjour aux États-Unis. Qui m'a permis de me dire, oui, il y a des choses à faire, mais il y avait l'opportunité, en fait, l'Italie, l'Espagne,
les États-Unis, les pays anglo-saxons étaient déjà très développés. Et j'ai eu vraiment une chance, en fait, après mon année 2000 exceptionnelle, c'est de pouvoir intégrer la première équipe mondiale qui était Gazeuse Sportive. C'était une marque de vêtements et qui était aussi partenaire de plusieurs autres sports. Et finalement, quand je compare le budget de l'équipe, qui était quasiment 2 millions d'euros, on est sur les mêmes budgets actuels des équipes. Donc j'avais 20 ans d'avance et j'étais leader de cette équipe et c'était exceptionnel. Mais c'est ce qui me permet de rester très en lien en fait avec la génération actuelle et de pouvoir non seulement la comprendre mais l'aider. Et ça a été un plaisir et c'est un plaisir aujourd'hui de voir le groupe Amaury au travers aussi d'ASO et la volonté de Christian Prudhomme de pouvoir redonner une chance au cyclisme mondial. Je pense que les filles ont beaucoup travaillé. Il y a un gros travail de fait intergénérationnel entre une génération, notamment des gens comme Marion Cligné, Cathy Marsal, Alexandra Capellotto, qui ont été mes coéquipières, avec une génération, ou Elisabeth Chevanne-Brunel, avec la génération actuelle. Et je pense que c'est assez fort parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu ce côté intelligence collective, transversale. Aujourd'hui, elle est faite. Et puis, c'est une force, en fait. C'est que les femmes entre elles ont eu un poids, n'ont pas eu peur, ont accepté de se dire, voilà, tout ce qui ne va pas. Et au lieu de critiquer, elles ont travaillé. Voilà. Et ça, c'est important. Parce que dans la vie, c'est toujours pareil. J'ai envie de vous dire, il faut d'abord travailler et délivrer, et après, on peut parler. L'entreprise, c'est aussi comme ça. Dans le cyclisme féminin, c'est le travail qui a été fait. Et je suis la première très fière de voir ce Tour de France revenir. Voilà, peut-être que j'y contribuerai sur certains points dans quelques mois. Pas en pédalant. Pas en pédalant, mais autrement. Mais voilà, j'ai cette humilité, cette discrétion aussi de pouvoir contribuer et d'aider certaines cyclistes françaises. Et c'est mon rôle, au-delà d'un rôle, c'est un devoir. Et on a tous ce devoir de transmettre et de partager. Du coup, ça va m'amener sur une dernière question pour laisser un peu de temps aux personnes qui nous écoutent, aux participants, de vous poser directement à l'un et à l'autre leurs questions pour connaître les arcanes du cyclisme. Et donc, je finirai sur la notion de motivation et d'engagement. Qu'est-ce qui vous garde l'un et l'autre motivés, engagés au quotidien dans l'adversité? Parce que je pense que, je sens trahir de secret, le cyclisme est comme un sport un peu exigeant pour l'athlète et pour l'homme ou la femme que vous êtes. Donc, comment est-ce que vous préservez votre motivation et votre engagement au quotidien l'un et l'autre? Simon? Ouais, je pense que pour moi, je l'ai déjà dit, mais la base, c'est vraiment de prendre plaisir à ce qu'on fait, parce que c'est vrai que c'est un sport difficile. Et moi, je sais que j'ai la chance que tous les jours, quand je me lève, j'ai vraiment envie d'être sur le vélo, et c'est pas quelque chose que je trouve vraiment difficile. Donc d'aller m'entraîner, je sais que j'ai beaucoup de chance d'être dehors, de faire un sport qui me plaît énormément. Et après aussi, il y a forcément une motivation, c'est d'aller gagner des courses. Et ça, pour moi, ça a toujours été presque la raison pourquoi je fais du vélo et pas un autre sport. J'étais passé par quelques autres sports avant, mais je sentais que vraiment le vélo, c'était là où j'avais la possibilité d'être au plus haut niveau et de gagner. Donc ça, c'est une grosse motivation. Et puis aussi, en termes de ma carrière, ce serait vraiment de voir jusqu'où je peux aller et où se trouvent mes limites. Peut-être chaque jour, on va un peu essayer de les trouver à l'entraînement, mais aussi sur le plan d'une carrière, en termes de performance. Est-ce que je vais être un des meilleurs mondiaux, ou est-ce que je vais devenir un très bon coéquipier? Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance, et je pense que ça, c'est une motivation, c'est d'essayer de tirer le meilleur de moi-même. On est impatient de te voir devenir effectivement à la hauteur de tes ambitions, et tous les participants d'aujourd'hui se rappelleront de cet échange aujourd'hui. De la même façon, Séverine, on l'a dit tout à l'heure, maman, femme d'influence, ancienne athlète, est-ce qu'on peut tout avoir? Est-ce qu'il faut faire des choix? Et qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui au quotidien pour avancer? Alors, le mot qui va revenir avec Simon, c'est mais le mot des sportifs ou des sportives, c'est la gagne.
Je crois que voilà, on a ça dans le sang. On est des compétiteurs et des compétitrices, et on a la jouissance de la gagne, le fait de se dire d'aller chercher quelque chose. Voilà, j'ai une amie qui me dit mais t'es comme Scratch avec son gland, t'as toujours un truc et tant que t'as pas le truc, tu lâches pas quoi. Mais c'est vrai que je suis comme ça, c'est sans nul doute ma personnalité. Le fait de se lever le matin et de se dire ça repart pour un tour et de structurer ma semaine sur le plan professionnel, sur le plan aussi familial, de pouvoir apporter quelque chose chaque semaine à ma famille et de garder le sourire. C'est vrai que j'ai eu un parcours de vie que très peu connaissent finalement, avec des problématiques d'accidents, la grande boucle, qui m'ont amené à arrêter ma carrière, avec la problématique de la maladie. Et j'ai su en faire une force, en fait. Donc, finalement, je vois la vie comment la vie, c'est jamais un long fleuve tranquille, c'est une étape de montagne, ma vie. Et je l'assume complètement. Et ce que j'aime, c'est pouvoir, comme je suis en train de faire dans le cadre de ma mission auprès des deux ministres et de ce fait aussi du président et du Premier ministre, accompagner justement avec toute une équipe, parce que je ne suis pas seule, on est plusieurs. Il y a Gaëlle, il y a Virginie, il y a Pierre, on est une équipe et on travaille ensemble avec les partenaires qui font partie de cette équipe, et on va aller chercher cette génération qu'on va accompagner en leur donnant des moyens, parce qu'on ne peut pas réussir sans moyens. On va leur donner l'envie, parce qu'il faut se permettre, et ça fait aussi partie des choses que je fais ces derniers temps, si j'accepte de peut-être un peu plus intervenir, me montrer, c'est de dire, moi le vélo, ça m'a permis de trouver ma place dans la société, à l'école, et j'ai envie que tous ces gamins, ils soient pareils en fait. Et ils sont 800 000, donc c'est une sacrée ambition. On va profiter du temps qui nous reste pour vous donner la parole, vous permettre effectivement de poser les questions soit à Séverine ou à Simon. Élodie, vous avez des questions dans le chat? Alors, lorsque vous êtes dans une épreuve difficile, que ce soit Simon... Voilà, lorsque vous êtes dans une épreuve difficile, et que vous pensez être au bout, Séverine et Simon, qu'est-ce qui vous aide à ne pas baisser les bras et à repartir? On a compris que l'un et l'autre, vous ne lâchiez rien. Où est-ce que vous trouvez le moteur de rien lâcher quand ça va mal et quand ça ne se passe pas comme prévu? Je pense que pour moi, ça va être le fait d'aller chercher une gagne ou une victoire. Ça, c'est toujours une motivation supplémentaire. Et après, même si c'est une situation plus difficile ou peut-être qu'on est proche de l'abandon, c'est de regarder le chemin que j'ai parcouru, même pour en arriver là, et se dire qu'il faut pas abandonner vu le chemin parcouru. Donc, ce serait peut-être ces deux choses-là. Qu'est-ce qu'on pense aux autres dans ces moments-là? Quand on est dans le mal et qu'on est dans le dur et qu'on est en galère tout seul, est-ce qu'on trouve la force d'avancer justement par rapport au collectif, ou est-ce qu'il est trop loin à ce moment-là et l'énergie, on la trouve au plus profond de soi-même, tout seul? Ouais, ça dépend. Je pense, vu que si c'est vraiment un moment difficile, peut-être qu'on va manquer un peu de lucidité pour penser à tout ça. Mais c'est vrai que quand je dis le chemin parcouru, c'est aussi l'aide qu'on m'a apportée tout au long de ma carrière, depuis mes débuts. Et des personnes, forcément, on n'a pas envie de les décevoir, on n'a pas envie de décevoir nos coéquipiers, mais aussi avec un sport aussi difficile, il faut vraiment que la motivation vienne de nous-mêmes. Je pense que quand c'est difficile et que c'est un moment vraiment dur, c'est pas parce que on n'a pas envie de décevoir quelqu'un qu'on va pouvoir y arriver. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui vient de nous-mêmes. Séverine, je te sais pudique, mais je sais que ta vie, comme tu le disais, a été avec il y a eu des moments de galère dans le perso, il y a eu des moments de galère de santé. Donc tu connais bien ces moments dans le mal et dans le dur. Qu'est-ce qui t'a permis de garder la tête en avant dans ces moments-là? Je pense que c'est ce qu'a évoqué Simon, et je pense c'est ça les cyclistes. En fait, c'est le propos qui tient, on se retrouve dedans.
c'est de se dire, voilà, vous êtes à terre, vous avez une chute. En général, voilà, votre carrosserie, c'est votre corps. Moi, ça m'a coûté 9 mois de rééducation. Et on se dit, voilà, je suis là, je ne peux plus bouger. C'est tout qui s'est écroulé, c'est des heures et des heures durant. Comment je fais? Donc, je pense que la première, c'est encaisser. C'est encaisser l'échec. C'est arriver à surmonter la colère, pardon. C'est le digérer, l'analyser et le transformer. Et pour moi, c'est des mots-clés aussi que je vais retrouver aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Et se dire d'où je viens, putain, qui je suis, mais qui je suis, quoi. Aujourd'hui, tu es leader d'une équipe, tu viens, moi je viens de Vichy, un jour on m'a dit, mais si tu dépasses le Cora de Vichy, tu en auras de la chance. Et dans ces moments, vous y pensez à ça. Vous vous dites, non, mais là, c'est pas possible, quoi. Là, je suis prête je porte les couleurs de mon pays, c'est pour gagner, quoi. Donc ça, il faut rebondir, il faut que j'aille chercher dans mes tripes, dans ma tête, comme évoquait Simon, c'est arriver à ouvrir ses chakras et de se dire qui a investi sur moi, sur le plan financier, sur le plan humain, on pense à ses parents, on pense, si on a des enfants, on va chercher dans la force des enfants. Et on se dit, j'ai pas le droit. C'est-à-dire, j'ai une équipe, j'ai pas le droit de rester par terre. Donc, c'est pour ça qu'on a vu beaucoup de sportifs cyclistes pendant un Tour de France repartir avec un bras cassé, avec un dos comme Thibaut Pinot, parce que c'est ça un cycliste. Il va surmonter ça parce qu'ils sont 8, 9, mais ils font qu'un. Et quand il est leader, il va se battre parce qu'il pense à tout ça. Et c'est vrai que ça fait partie aussi de l'essence de ma vie parce que j'ai vécu ce genre de choses avec beaucoup de discrétion et de pudeur et qu'en ce moment, en cette période de pandémie, c'est aussi là-dedans que je vais puiser pour à la fois cette mission sur le savoir rouler à vélo et le patrimoine à vélo, mais aussi dans le projet actuellement que je mène sur le plan professionnel, qui est aujourd'hui de voir ma compagnie grandir sur un certain nombre de sujets. Et c'est aller chercher les bons coéquipiers, pas nombreux, aller chercher la compétence, l'excellence, mais ce côté transversal où les gens, ils ont tous une faille, parce que c'est aussi ça, c'est s'entourer et avec des gens qui vous ressemblent, mais qui vont être aussi apportés les uns aux autres. Et dans l'échec, c'est ça qu'on va chercher des gens qui demain, vous êtes à terre, et les gens ils vont arriver à ne faire qu'un et vous remonter. Et c'est ça pour moi la force d'un cycliste dans l'échec, qui va rebondir et qu'on a sans nul doute une capacité à transmettre dans le monde de l'entreprise. Une autre question? Alors, toujours pour Séverine et Simon, la question est, lorsque vous n'êtes pas choisi pour une course, comme dans le monde de l'entreprise, on n'est pas choisi pour un projet ou retenu pour telle ou telle mission, comment est-ce que vous arrivez à gérer cette déception, frustration, tout en restant quand même une équipe, puisque même au travail, c'est tout à fait la même problématique. On reste une équipe et en même temps, il peut y avoir des petits moments de doute. Séverine, tu commences? Oui, je commence. Déjà, on prend le temps de comprendre pourquoi on n'est pas retenu. Je pense qu'il y a, comme l'échec, c'est une certaine forme... sportif, on va prendre ça comme un échec, ça c'est clair, de façon primaire. Je pense que dans l'entreprise, ça peut être un peu la même chose. Et je pense qu'il faut prendre le temps, encore une fois, de se connaître, de se dire pourquoi j'ai pas été retenu. Il ne faut pas analyser les choses à chaud. C'est parallèle, sport, entreprise, il faut prendre le temps de prendre un peu de recul. Je dirais aussi consulter un petit peu le monde qui vous entoure et essayer de comprendre. C'est ne pas être retenu pour un Tour de France, une sélection aux Jeux Olympiques, un Tour de France ou demain dans le milieu de l'entreprise, c'est ça. C'est prendre le temps de ne pas réagir à chaud, prendre du recul et puis chercher à analyser tout ce qui n'a pas été et comment on peut le basculer d'un point faible en point fort, quoi. Et de se dire, la prochaine fois, ça sera moi et point. Il n'y a pas de discussion, il faut que le next step, ça soit moi. Et je vais travailler tout ce qui n'a pas été. Simon, comment tu gères quand tu n'es pas retenu sur une course sur laquelle tu avais envie de faire partie de l'équipe? Je pense que pour moi, ça a toujours été assez facile de rebondir et j'arrive à y trouver une motivation. Je vais me poser la question pourquoi je ne suis pas sélectionné, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore. Et souvent, peut-être dès le lendemain, je vais être vraiment motivé, même plus qu'avant, pour montrer que j'ai ma place et
et que je mérite d'être sélectionné sur la prochaine épreuve. Ouais, donc pour moi, il faut vraiment le retourner et il faut une motivation. Ça, c'est, je pense, le plus important. Donc rebondir l'un et l'autre. Vos parcours l'illustrent beaucoup. Je crois qu'on va arriver au bout du temps qu'on s'était donné, mais si on prend encore une question. Effectivement, on a une dernière question. Quelle est la place de l'entraîneur et comment amène-t-il l'équipe à performer? Simon, on commence par toi. Place de l'entraîneur. Ouais, donc quand je dis entraîneur, ça va être peut-être directeur sportif, celui qui donne les consignes. Je pense que Tu nous parles de l'oreillette. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Lui, je pense qu'il a un rôle qui est un peu similaire à quelqu'un qui va être leader dans une entreprise. Je dirais qu'un leader d'une entreprise, c'est peut-être un mélange entre un entraîneur et un leader sur le vélo. Donc l'entraîneur, c'est celui qui va donner les consignes, qui va essayer de créer un bon esprit de groupe et qui va utiliser ses cartes pour pouvoir obtenir le meilleur résultat possible avec les coureurs qu'il a et avec les qualités de chaque coureur pour les mettre dans la meilleure situation possible pour obtenir un résultat d'équipe. Je pense que ça, c'est le rôle. D'ailleurs, sans trahir de secret, mais qu'est-ce qui se raconte dans les oreillettes? C'est-à-dire que on te jacasse dans l'oreille du début à la fin. Comment ça? C'est quoi la dose de support apporté au travers de cette oreillette? Moi, en course, ce que j'ai vécu, c'est plus des informations assez simples par rapport au parcours, par rapport aux écarts avec d'autres coureurs ou s'il y a des coureurs qui sont en difficulté. Puis de notre côté, on va peut-être discuter avec le directeur sportif pour lui demander si on devrait faire quelque chose, si on a des idées en termes de stratégie. Mais généralement, il va pas nous donner des encouragements à l'oreillette. Ça va plus être juste des indications par rapport au parcours et des trucs plus voilà plutôt des informations que d'essayer de nous motiver. C'est vrai, le rôle de l'entraîneur, aujourd'hui, tu es entraîneur dans toutes tes missions. Voilà. C'est ça. Je pense qu'on doit être capable de, ce que j'évoquais tout à l'heure, on doit être capable de fédérer en fait. Les gens doivent avoir confiance en vous, doivent y aller les yeux fermés. Donc, vous devez réunir toutes les compétences, je dirais à la fois de tous les coureurs, c'est-à-dire vous représentez l'humilité, vous représentez la réussite, vous représentez l'empathie, l'audace. Et les coureurs, ils doivent se retrouver en vous, je pense, pour gagner en confiance et puis se mettre à la planche. Dans le monde de l'entreprise, c'est la même chose. Et dans ce que je vis et que je structure aussi aujourd'hui, c'est on se retrouve en vous. Vous devez être à l'écoute des gens, vous devez être capable de prendre le temps pour les gens, de les amener à fédérer. Vous devez être capable de gérer les problèmes aussi. Vous devez avoir ce côté diplomate, naturellement. Et puis ne pas avoir peur, à des moments, de ne pas faire plaisir. Il faut savoir aussi dire non, et c'est toujours très compliqué. Pour moi, c'est ça. C'est ne pas avoir peur de la complexité non plus. Mais c'est plaisant. C'est très agréable aujourd'hui. On retrouve, c'est le transfert du leader sur un vélo au manager, manager leader, et moi j'adore ça. Enfin, je pense que c'est quelque chose que j'ai mis du temps dans ma carrière à accepter, en ayant été entourée des meilleurs leaders français qui étaient notamment les meilleurs mondiales, que ce soit Catherine Marsal, Marion Cligné ou même Jeannie Longo, qui ont vu en moi ces valeurs-là et ces différents talents. Maintenant, le talent, ça fait pas tout. Il faut travailler et là, j'ai mis sans nul doute plus de 17 ans pour accepter ce rôle de leader aussi dans le monde de l'entreprise et de mission de façon plus importante. Mais voilà, je suis contente de le faire et je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui me suivent et qui me poussent et c'est très agréable. C'est agréable de gagner pour les autres.
voilà, c'est très agréable. Et là, ce sera notre mot de la fin et notre mot de conclusion. Je vais d'abord un immense merci Alain de nous avoir accueillis dans ce magnifique Plaisir de vous studio. écouter, de vous entendre. Un grand merci Simon d'avoir été à distance avec nous, Séverine d'avoir fait le déplacement. Et il me reste à vous souhaiter à l'un et à l'autre de mener à bien vos prochaines courses sportives et professionnelles et de continuer de nous faire rêver, de nous inspirer tous, aussi bien les sportifs modestes ou plus professionnels que nous sommes les uns et les autres et les professionnels que nous sommes tous. Merci d'avoir passé ce temps avec nous et plein de bonnes choses pour la continuité de vos aventures. Merci.